Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Politique. Politique revient ce soir sur cette information qui ne peut pas passer sous silence. Il semblerait que la ligne rouge ait été franchie par l'Espagne sur le dossier sahraoui. Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, insiste dans sa chute et ne semble en aucun cas résolu à se relever tant il multiplie les impairs. Jusqu'à présent, l'occupant marocain est en violation des droits et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et du droit international, contrôler militairement la mer et la terre du Sahara occidental. Le Maroc et l'Espagne décident de passer à la vitesse supérieure. Le gouvernement de Pedro Sánchez reconnaît être en pourparlers avec Rabat pour la gestion de l'espace aérien. Un fait grave suscitant beaucoup de questionnements. Pour en parler ce soir, nous accueillons avec beaucoup de plaisir M. Khanti Bala, représentant du Front Polisario, chargé de la mission pour l'Europe et de l'Union européenne. M. Khanti Bala, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous avons également Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, avocat également et fervent défenseur aussi du Front Polisario. Maître Gilles Devers, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes avec nous par Skype depuis Paris. Merci à vous et au plaisir de pouvoir échanger sur ces questions. Alors, monsieur, avant de commencer, et je vais le faire avec vous, monsieur Khanti Bala, justement, qu'est-ce que vous pensez de cette décision ou de cette annonce qui vient d'être faite aujourd'hui par le quotidien espagnol El Dependiente, qui fait justement état du fait que Rabat et Madrid sont en train de pourparler, de deviser, de consulter ou de se consulter entre eux pour effectivement asseoir une gestion aérienne sur les territoires sahraouis. Oui, cette information rapportée par la presse espagnole est une réponse du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au sénateur canarien et pro-sahraoui Fernando Clavijo, dans lequel il reconnaît être en discussion avec le Makhzen en vue de lui déléguer la gestion de l'espace aérien du Sahara occidental, ou du moins coopérer dans la gestion de cet espace aérien. Jusque-là, cet espace aérien était dévolu à l'Espagne. Comment je peux qualifier une telle attitude? En réalité, Pedro Sánchez continue dans sa chute morale, oui, et dans son infraction du droit international et en même temps un défi à l'égard de l'opinion publique espagnole et en même temps des forces politiques espagnoles. Beaucoup d'observateurs font le lien entre de telles successions incompréhensibles de la part de ce Premier ministre et ce qui apparaît un chantage de la part du Makhzen, oui, en lien avec l'espionnage de certaines personnalités politiques, y compris Pedro Sánchez, par le logiciel espion. Pegasus. Donc, ce sont des successions qui, à la fois, portent atteinte et préjudice à l'intérêt du peuple sahraoui et en même temps à l'image de l'Espagne et à son rôle en tant qu'ancienne puissance coloniale et actuelle puissance administrante, appelée à jouer probablement un rôle ou certainement un rôle dans la décolonisation du Sahara occidental, parce qu'il y va de sa responsabilité. Ce n'est pas parce que Pedro Sánchez donne telle ou telle concession au régime marocain d'une façon secrète ou visible qu'il dédouane l'Espagne de la part dédouaner l'Espagne de sa responsabilité vis-à-vis de l'ONU et du Sahara occidental. Par ailleurs, je pense qu'il pense installer un fait accompli qui léguerait probablement à son successeur, Exactement, oui. Alberto Feijóo, président du PP, et qui est donné comme futur successeur de ce Pedro Sánchez, c'est-à-dire lui léguer
un héritage dont il ne peut pas se défaire, ou du moins, quand il aura à le gérer, il aura des difficultés à le faire. À le faire. Oui, très bien, Monsieur Rantibala. Donc, restez avec nous. Nous allons poursuivre le débat ensemble. Je me tourne vers vous, Maître Gilles Devers. Justement, comme disait Rantibala, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment qu'aujourd'hui, le Premier ministre espagnol veut absolument solder le dossier sahraoui pour qu'une fois parti, il n'y aura pas possibilité de faire marche arrière? Si c'est son point de vue, il est bien mal parti et il est bien mal conseillé. Il croit que parce qu'il n'a pas un obstacle ici et parce qu'il peut parler, il peut avancer. Vous savez, cette histoire, elle est dramatique, mais elle me rappelle une blague. C'est les conducteurs qui arrivent devant un tunnel et il y a marqué que le tunnel, il y a une hauteur maximum de 2 mètres. Leur camion fait 2,50 m. Ils regardent s'il n'y a pas de policier. Ils disent il n'y a pas de policier, on peut y aller. Voilà, donc ils foncent et puis ils vont s'écraser dans le tunnel. Oui. Donc c'est exactement ce qui est en train d'arriver à M. Sanchez, vu qu'il y a un cadrage juridique. Et alors il n'est pas comme un obstacle immédiat sur son chemin. Il est un petit peu plus loin, mais il est parfaitement clair. Et je donne ici 2 bases. La première, c'est que le mandat d'origine a été donné à l'Espagne comme administrateur pour aller vers la décolonisation. C'était un mandat de l'ONU. On sait que dans les accords de 1975, ils ont transféré la terre et la mer au Maroc. Ils avaient gardé l'espace aérien. Donc, en fait, ils se placent dans les bottes de Franco pour continuer l'illégalité. Voilà. Donc, au niveau d'une puissance internationale, c'est quand même tout à fait consternant, premièrement. Et deuxièmement, le Front Polisario a fait des recours sur cette question. Et en juin 2018, il y a un arrêt du tribunal de l'Union européenne qui avait dit mais la question d'un accord, d'une application d'un accord européen sur l'espace aérien ne peut certainement pas jouer parce que les accords ne s'appliquent qu'au territoire et donc qu'à l'espace aérien au-dessus du Maroc. Et là, c'est un espace sahraoui. Donc, ce monsieur, il est en train de foncer sur ce tunnel qui dépasse largement, qui est inférieur à son camion. Voilà, et on verra bien le résultat. Je rajouterai un 3e élément, c'est que le 1er juillet, vous savez qu'en Europe, on pratique au niveau du Conseil de l'Union européenne la présidence tournante. Les chefs d'État, c'est 6 mois. Voilà. Ben, qui c'est qui est le 1er juillet en place? C'est l'Espagne pour 6 mois. Donc, il va avoir à gérer ces questions. Il va avoir à gérer le non-renouvellement de l'accord de pêche qui est en grande discussion maintenant et on a compris que la Commission faisait marche arrière. Il va avoir à gérer sans doute la procédure vu qu'on s'attend à plaider sur cette période-là. Eh bien, lui, il continue. Il fait ses discours comme s'il n'y avait rien du tout. Donc, c'est un niveau d'irresponsabilité qui est absolument consternant. Oui, Monsieur Rantibala, mais qu'est-il donc arrivé donc au Premier ministre espagnol pour agir ainsi? Aurait-il perdu la raison ou tout simplement serait-il tenu par des dossiers très contraignants et très lourds par le Maroc au point de lui faire prendre des décisions aussi impopulaires? Je rejoins Monsieur Devers qui emploie le qualificatif de consternant. Effectivement, toutes les initiatives jusque-là prises par Pedro Sanchez dans le dossier sahraoui sont consternantes à plus d'un égard. Et d'ailleurs, les forces politiques espagnoles, y compris ceux qui sont membres de son gouvernement, se sont opposés aux initiatives qu'il avait faites à cet égard, notamment lorsqu'il avait qualifié la proposition marocaine comme la plus crédible et la plus sérieuse en exprimant son alignement honteux vis-à-vis de la politique marocaine. Ça ne l'a pas en tous les cas empêché, Monsieur Rantibala, cela ne l'a pas empêché d'aller encore plus loin avec cette décision où il compte lancer des pourparlers justement pour la gestion aérienne. C'est-à-dire que là, il ferme carrément le jeu. Exactement. La dernière en date en matière de succession, c'est ce que vous venez d'évoquer. C'est à propos de l'espace aérien, effectivement, comme si le Maroc était de juré au Sahara occidental, comme si ça relevait de son territoire. L'Espagne, normalement, n'a rien à négocier avec le Maroc sur le Sahara occidental. Elle qui avait clamé de tout temps qu'elle n'a pas cédé la souveraineté au Maroc et qu'elle n'a pas le droit de le faire.
Et donc, effectivement, ces décisions de Pedro Sanchez sont tout à fait bizarres et on ne peut que les lier effectivement au scandale de l'espionnage de Pegasus et effectivement, comme bon nombre d'observateurs avaient souligné l'implication de son épouse dans des affaires qui permet au Maroc de la faire chanter. Et c'est le volte-face surprenant de Pedro Sanchez, en fait, n'a d'égal que le chantage éhonté de la part du Maroc qui lui avait fait avant qu'il ne fasse ce retournement, notamment via le lâchage de milliers de migrants, y compris des mineurs, en direction de Ceuta et Melilla, mais aussi absolument, mais aussi le trafic à une échelle sans précédent de drogue vis-à-vis de l'Espagne. Donc tout cela, et en même temps on voit un Premier ministre qui fait tant de successions qui sont contraires à la légalité internationale, qui sont contraires à la politique d'État jusque-là menée par l'Espagne et qui sont contraires à l'opinion publique espagnole. Et on sait qu'ils ont des élections bientôt, au mois de novembre. Probablement, Pedro Sanchez ne passera pas, mais le Makhzen semble le presser à davantage de concessions pour que l'Espagne arrive à un point de non-retour lorsque probablement le PP prendra la place de Pedro Sanchez. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que une fois ces décisions prises, puisqu'on a l'impression quelque part qu'il est en train de précipiter le dossier sahraoui pour régler la question une bonne fois pour toutes et l'offrir sur un plateau en or aux Marocains comme ils le désirent et comme ils l'ont toujours souhaité. Juste un petit détail, monsieur Maître Gilles Devers, le ciel du Sahara occidental est contrôlé depuis les îles Canaries, malgré aussi les tentatives justement de Rabat de faire changer ce statut et cette équation. Alors, d'abord, qu'est-ce que cela vaut sur le plan juridique si jamais une décision est prise entre les deux pays et qu'elle est ratifiée? Qu'est-ce que cela veut dire d'abord? Et surtout, est-ce qu'il y a moyen de faire marche arrière une fois que le mandat de Sanchez se termine? Alors, sur le premier point, on quittera la légalité internationale pour entrer dans l'illégalité internationale si ce projet funeste voit le jour. Vu que je rappelle que l'ONU a donné mandat à l'Espagne d'agir comme puissance administrante pour aller vers le référendum d'autodétermination s'agissant de la terre, de la mer et de l'air, et l'Espagne n'avait gardé que l'air. Donc si elle l'abandonne, on rajoute un élément d'illégalité. Voilà, ça c'est tout à fait clair. Ensuite, sur le plan juridique, le Maroc peut imaginer qu'il est en train de faire une clé au bras de Sanchez et qu'il pourra le tenir comme cela et qu'il aura quelque chose d'acquis. Il n'y aura rien d'acquis, parce que le droit est plus fort que les actes qui violent le droit et encore plus si ce sont des actes criminels. Donc ici, il y a 3 points. Le premier, c'est que le territoire, quoi qu'il en soit, est une zone de guerre et il relève de la souveraineté sahraoui. Donc tant qu'il est administré par l'Espagne, qui peut faire référence un peu lointaine, compliquée, mais quand même au mandat que lui avait donné l'ONU en 1963, il n'y a pas une illégalité flagrante. Elle deviendra flagrante si la zone est transférée au Maroc, ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucune garantie d'assurance qui joue pour les avions qui vont passer dans l'espace. Et on va évidemment, en tant qu'avocat du Front Polisario, saisir les compagnies d'assurance pour leur dire « vous entrez sur une zone qui n'est plus contrôlée et donc il n'y a plus d'assurance qui peut jouer. En plus, c'est une zone de guerre qui dépend de la 4e Convention de Genève, vu que c'est une zone occupée. » Le deuxième point est que tout ça va jouer également sur de l'argent. On sait que l'argent n'est jamais bien loin des grandes déclarations sur l'histoire, etc., etc. Et ce sont des redevances qui sont payées. Les redevances, elles allaient à l'Espagne quand on faisait ce qu'elle voulait. Les Sahraouis avaient autre chose à faire. Maintenant, si les redevances viennent au Maroc et que le Maroc s'en sert pour financer la colonisation, évidemment,
que cela nous crée un moyen d'illégalité et que nous aurons des comptes à demander à la décision espagnole parce qu'elle a des effets immédiats économiques et qu'on peut la récupérer et l'attaquer sur le plan juridique. Enfin, ça va concerner, ça va produire une extension considérable. C'est-à-dire, eux veulent étouffer l'affaire, mais ça va être le résultat inverse. Ça va être une extension considérable au monde entier. Et ça, on a déjà pris des contacts sur ce plan, parce qu'évidemment, l'espace aérien, il n'est pas réservé ni aux Marocains ni aux Espagnols. Tous les avions passent. Et donc, il y a des instances internationales, européennes et internationales, qui sont là pour sécuriser, autoriser et gérer les trafics. Et donc, on va saisir ces instances civiles en leur disant il n'y a plus aucun contrôle qui est valable sur la zone parce que le Maroc n'a aucune capacité de gérer ce territoire. Donc on est en train de placer un territoire et tous les avions dans l'insécurité juridique. Donc celui qui croit que ça peut durer plus de quelques mois, il est dans l'illusion complète. Donc c'est encore une fois de la gesticulation, c'est encore une fois du sport en chambre et il n'y a rien de sérieux là-dedans. Oui, ce qui veut dire, Maître Gilles Devers, que si la décision est prise, comme cela a été fait pour les décisions précédentes qui ont fait beaucoup couler d'encre, si la décision est prise, est-ce que le droit, est-ce que la justice pourrait interrompre justement toute décision allant dans ce sens? Et bien sûr, est-ce qu'il y a une suite qui sera donc faite, à savoir est-ce que les pays qui seront tenus d'appliquer cette décision, il va y avoir justement des applications. Parce que je dis cette question et je la pose, parce que par le passé, on a vu qu'il y a des textes de loi qui font des interdictions, par exemple, de marchander, de traiter économiquement, commercialement, mais n'empêche que cela se poursuit sur le terrain. Et je parle de l'interdiction, par exemple, sur le sol et sur la mer. Alors, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, Maître Gilles Devers, qu'avec ces décisions qui seront prises par rapport à l'espace aérien, ça sera respecté? Et vous savez, le droit se construit comme un rapport de force, parce que s'il suffisait de suivre le droit, eh bien c'est le Conseil de sécurité qui imposerait sa vue au monde entier. Et donc, nous, on est dans le rapport de force, on est dans l'action juridique, et on n'est pas du tout impressionné par ce qui est en train d'arriver. Donc, s'il y a je dirais que d'abord, le Front Polisario avance avec une grande méthode. Il est comme les guérilleros, il utilise ses munitions avec détermination, mais avec parcimonie et là où il faut. C'est comme cela qu'on m'a toujours appris de travailler sur ce dossier. Oui. Et pour le moment, la focalisation principale, elle est sur les deux accords pour la terre et pour la mer. Vous savez que nous avons obtenu l'annulation de ces accords par le tribunal. Ils ont fait appel et selon toute vraisemblance, on devrait plaider le dossier d'ici la fin de l'année 2023, c'est-à-dire sous la présidence espagnole. Et ce qui sera jugé pour la terre et pour la mer aura la même implication pour l'air. Bon, oui. Donc c'est effectivement là, c'est pour ça qu'on dit des fois il n'y a pas encore tout le résultat. Oui, parce que la grande épreuve, elle est ici, c'est l'accord. Mais on voit déjà que se pose pour l'application effective de ces accords, la question à propos de la pêche, vu qu'il y avait un accord de pêche qui était pour quelques années, il prend fin ce mois de juillet, et la grande question du moment, qui irrigue complètement la question de l'accord aérien, c'est de dire, mais est-ce que la Commission, est-ce que l'Union européenne est en mesure de renégocier un accord de pêche alors que la Cour est saisie, alors que ceci, bon, et observez les informations, elles nous en viennent beaucoup, et alors l'Espagne dit tout va très bien, ce sont nos amis, évidemment, on peut toujours dire tout ce que tu veux, mais nous on a des informations extrêmement solides qu'il n'y aura pas de nouvel accord qui sera signé. C'est-à-dire que les bateaux espagnols, notamment, ils vont rester à quai ou ils iront pêcher ailleurs. Donc le droit rentre en action. Et oui. En dehors même des procédures, je pense que la question sahraoui reste pas toujours aussi connue qu'on le voudrait, mais là nous allons avoir une vraie vitrine qui va nous permettre de saisir toutes les structures sur l'aviation civile internationale et il va de soi que ces structures vous disent on ne va pas devant tel territoire parce que c'est une zone de guerre, on ne va pas devant tel territoire parce que il est incertain, voilà, et on va leur dire vous ne pouvez plus aller sur le territoire parce que il n'y a plus de contrôleur officiel, il n'y a plus de garantie d'assurance, et donc là nous avons une piste que j'appellerais plus de négociation juridique que d'action juridique qui sera efficace.
Oui, Monsieur Kantibala, alors il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va peut-être conclure avec vous. Il est vrai que cette décision ou cette tentative a déjà été faite par le Maroc pour essayer d'obtenir justement cette gestion aérienne sur les territoires occupés sahraouis, mais bon, ça a été un petit peu, ça a échoué parce qu'il y avait quand même des gouvernements espagnols qui n'étaient pas tous de la même trempe que celle de Pedro Sanchez. Aujourd'hui, avec Pedro Sanchez, la donne change complètement. Alors, selon vous, quel serait le scénario qui serait le plus envisageable aujourd'hui? Pourquoi cette question sahraoui est plutôt liquidée de cette manière par le Premier ministre espagnol? En fait, c'est dans son imagination à lui, il pense pouvoir liquider la question sahraoui. Liquider le peuple sahraoui. Mais pourquoi est-il dans la précipitation, surtout lorsqu'il s'agit des questions sahraouis? Écoutez, il est en complète contradiction avec son opinion publique et même les forces politiques, y compris ceux qui font partie, comme Podemos, de son gouvernement sur ces questions-là. Mais je pense qu'il est pris dans la nasse du Marzen via cet espionnage Pegasus plus autre chose, et qu'il va de succession en succession, pensant qu'il répondrait aux desiderata du Marzen. Mais ce faisant, il se montre personnellement impliqué dans ce crime qui est le crime de colonisation. Oui, il confirme tous les soupçons qui pèsent sur lui. Tout à fait, et je pense qu'il n'échappera pas à une action de justice intentée par les représentants du peuple sahraoui dans le futur. Et de toutes les façons, le peuple sahraoui avait déjà décidé de son destin, avait fondé sa république, laquelle est reconnue par 80 pays et membres fondateurs de l'Union africaine. La marche du peuple sahraoui est inarrêtable. Et de surcroît, le droit international donne la force à cette lutte du peuple sahraoui à travers, en 1975, l'arrêt de la Cour internationale de justice et tout récemment tous les arrêts successifs de la Cour de justice européenne. Et je suis confiant que le dernier recours face à la CGUE aura lieu en fin de cette année et sera favorable au peuple sahraoui, ce qui permettra effectivement au Front Polisario d'engager de la plus belle des manières les combats juridiques contre le Marzen et contre ses protecteurs et ses complices à l'international. Et donc, tous ces agissements de Pedro Sanchez n'aura aucun effet sur la lutte du peuple sahraoui. Absolument pas. Oui. Et la victoire du peuple sahraoui sera inéluctable. Il sera, qu'elle soit légitimée par un référendum ou pas, par l'ONU ou pas, le peuple sahraoui acquérera son indépendance de quelque façon que ce soit, par le droit ou par la force. Telle est la volonté du peuple sahraoui et telle est la volonté de son mouvement de libération nationale, du Front Polisario. On continuera la lutte jusqu'à l'indépendance, quoi qu'il en coûte. Merci beaucoup, Monsieur Kantibala, représentant du Front Polisario, chargé de mission auprès de l'Union européenne et de l'Europe. Merci, vous étiez avec nous donc par Skype depuis Paris. Merci également à Maître Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon, mais également avocat du Front Polisario. En tous les cas, je vous souhaite bon courage dans votre mission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et de nous avoir prêté attention. Au revoir, je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros de Politique.